Au titre de ce journal, après des frappes aériennes en Syrie et en Irak, la Turquie envisage une opération terrestre. Un bilan partiel très lourd, au moins 162 morts, dont de nombreux enfants, recensés ce lundi après un tremblement de terre dans la partie ouest de l'île de Java en Indonésie. Au Mali, la junte militaire a interdit les activités des ONG soutenues par la France hier lundi. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Le bilan partiel du tremblement de terre qui a frappé ce lundi la partie ouest de l'île de Java en Indonésie est lourd. Les autorités locales évoquaient déjà hier un décompte de 162 victimes, dont de nombreux enfants. Le point dans cet élément d'Euronews. Des blessés traités à même le sol en Indonésie. Un puissant séisme a secoué l'île de Java, la principale du pays. La secousse a été ressentie jusqu'à la capitale, Jakarta. Mais c'est ici, dans l'ouest, que le tremblement de terre a été le plus violent. Plus de 162 personnes tuées, des dizaines de bâtiments effondrés sur leurs occupants et de nombreux enfants parmi les victimes. Après les cours, il suivait des leçons supplémentaires dans plusieurs écoles islamiques qui n'ont pas résisté au séisme de magnitude 5,6. Le bilan devrait encore s'alourdir, mais difficile d'avoir une estimation. La région rurale de Cianjur et ses 2,5 millions d'habitants est éloignée. On a assez de médicaments car on a eu le soutien de l'agence de santé locale. On espère juste qu'il ne va pas y avoir plus de répliques. L'Indonésie, plus de 270 millions d'habitants, est fréquemment frappée par des catastrophes en raison de sa situation sur la ceinture de feu, un arc de volcans et de lignes de faille dans le bassin du Pacifique. Après des frappes aériennes en Syrie et Irak, la Turquie envisage une opération terrestre. Le président turc Recep Erdogan Tayyip a évoqué hier le possible lancement d'une opération terrestre en Syrie et Irak après avoir essuyé une pluie de roquettes de son voisin. Un reportage. Le lycée de Karkamış porte les stigmates des explosions. Pour la préfecture de Gaziantep, il s'agit d'une des cibles visées par des roquettes tirées depuis la Syrie par des combattants kurdes. De quoi inquiéter les habitants de cette ville frontalière. Nous ne sommes plus en sécurité ici, nous ne savons pas quoi faire, nous n'avons même pas de voiture pour aller ailleurs. Nous n'avons pas d'autre choix que de rester ici. L'attaque de ce lundi intervient après d'autres frappes, menées cette fois par l'armée turque en Syrie et en Irak ces derniers jours. Une riposte envers ceux qu'Ankara accuse d'être à l'origine d'un attentat à la bombe meurtrier à Istanbul la semaine dernière. Le gouvernement déclare avoir ainsi détruit 89 cibles dans les pays voisins et avertit la réplique n'est pas terminée. Après les opérations que nous avons menées, au cours desquelles l'organisation terroriste a subi de lourdes pertes, le nécessaire sera fait pour apporter une nouvelle réponse à cette attaque, de la façon la plus ferme qui soit. La Turquie accuse le parti kurde PKK ou les Kurdes de Syrie et leurs alliés, les forces démocratiques syriennes, d'avoir mené les récents tirs de roquettes sur son sol. Depuis 1984, le PKK mène une guérilla en Turquie. Les combats ont fait des dizaines de milliers de morts. Et sur place à Goma, dans l'est de la RDC, les blessés des combats entre l'armée et la rébellion du M23 ne cessent d'affluer. Beaucoup de civils atteignent la capitale provinciale du Nord Kivu avec des blessures dues à la violence des combats. Reportage. Les victimes des combats dans l'est de la RDC ont bien du mal à accéder à un lieu sûr pour se faire soigner. Beaucoup affluent vers le centre hospitalier Bethesda à Goma, où la Croix-Rouge a déployé une unité pour la prise en charge des blessés de ce conflit entre le gouvernement et les rebelles du M23. Cette jeune femme est arrivée fin octobre après un assaut sur son village qui a coûté la vie à son époux. La bombe a explosé dans ma maison et a tué mon mari. Il est mort, mais je m'en suis sortie avec de nombreuses blessures à la jambe droite dues aux éclats d'obus. La Croix-Rouge locale a essayé de m'emmener à l'hôpital, mais personne ne voulait me soigner parce que les infirmières fuyaient aussi. Depuis les attaques du 20 octobre, une dizaine de personnes sont parvenues à cet hôpital, mais la plupart des victimes sont encore bloquées dans leur village, faute de moyens pour se déplacer. Malgré son traumatisme et ses blessures, Furara a réussi à accoucher de jumeaux. L'assistante médicale qui l'accompagne salue son courage.
Après, on leur a proposé qu'on doit enlever les enfants parce qu'on devrait la mettre sur traction pour le traitement de la fracture au niveau des fémurs. Mais quand je parlais avec elle, elle était déjà consciente que son mari était mort lors de l'incident, mais ce qui restait sa grande force ou bien sa grande préoccupation, c'était ses enfants. Quel était le sort de ses enfants? Selon l'ONU, au moins 23 000 personnes ont fui les affrontements du mois dernier. À cause de ces déplacements forcés, les humanitaires ont répertorié des cas de choléra et d'autres maladies à potentiel épidémique. Même s'il y a de blessés, je pense qu'ils ne vont pas avoir accès aux santé pour le moment. Donc, on risque de recevoir beaucoup de blessés une fois que le conflit se calme ou s'il y a un corridor humanitaire qui s'ouvre pour les blessés pour arriver ici, on risque d'avoir beaucoup de blessés. La situation humanitaire catastrophique semble forcer les dirigeants régionaux à agir après la promesse du dirigeant rwandais Paul Kagame d'appeler le M23 à un cessez-le-feu. Au cours d'une visite à Kinshasa ce lundi, le président kényan William Ruto a déclaré que la force régionale est-africaine était en cours de déploiement afin d'imposer la paix aux groupes armés. Le numéro 1 kényan William Ruto est arrivé ce lundi à Kinshasa en RDC où il a rencontré son homologue congolais Félix Tshisekedi. Au cœur des échanges entre les deux dirigeants, la question de la participation du Kenya à la force de maintien de la paix des États de l'Afrique de l'Est. On suit l'élément. Le président kényan William Ruto a été reçu à Kinshasa par son homologue congolais Félix Tshisekedi. Au cœur de cette rencontre, la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, le Kenya participant à la force régionale est-africaine en cours de déploiement dans le pays. Le mandat de la CAE sert à assurer la paix dans l'est de la RDC et à faire respecter la paix. Nous sommes parfaitement conscients que nous avons beaucoup de troupes de maintien de la paix en RDC. Mais de là où nous sommes en tant que région, nous ne pensons pas qu'il y ait beaucoup de paix à maintenir. C'est pourquoi il est nécessaire d'avoir un contingent d'imposition de la paix dans le cadre de la force régionale d'Afrique de l'Est. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine ainsi que le Conseil de sécurité des Nations unies ont été informés du mandat de cette force régionale, a souligné le chef d'État kényan. De son pays, le président kényan William Ruto a exprimé son désir ardent de vouloir aider le Congo à retrouver le chemin de la paix derrière laquelle nous courons depuis maintenant une vingtaine d'années à l'est de notre pays. Le président William Ruto devrait tenter de convaincre le président Félix Tshisekedi de participer au dialogue intercongolais qui devrait débuter ce lundi. En Côte d'Ivoire, à présent, le procès de l'attentat du 13 mars 2016 à Grand-Bassam sur le littoral ivoirien s'ouvre le 30 novembre. Selon des sources citées par Africa News, 18 accusés devraient comparaître lors de ce procès. Et faut-il le souligner, cette attaque terroriste, la première du genre sur le territoire ivoirien, avait causé la mort de 22 personnes. Le 13 mars 2016, la ville balnéaire ivoirienne de Grand-Bassam était frappée par un attentat djihadiste. Le procès de cette attaque qui coûta la vie à 19 personnes s'ouvre le 30 novembre devant le tribunal criminel d'Abidjan. 18 personnes ont été renvoyées devant cette juridiction par la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Abidjan pour des actes de nature terroriste en relation avec une entreprise collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, selon une source, alors que selon une autre, 4 des personnes renvoyées sont actuellement en détention provisoire en Côte d'Ivoire, tandis que 12 autres inculpés ont bénéficié d'un non-lieu. En janvier 2017, les soldats de la force française Barkhane avaient capturé un suspect clé, Dimi Ould Baba Ould Cheikh, considéré par les autorités ivoiriennes comme l'un des cerveaux de l'attaque et par le Burkina Faso comme le chef des opérations d'une autre attaque qui avait fait 30 morts à Ouagadougou en janvier 2016. L'attaque de Grand-Bassam avait été revendiquée par la branche d'Al-Qaïda au Maghreb islamique.
204 à un peu plus de 111 milliards de francs CFA. La progression est tangible au niveau des chiffres réalisés dans le secteur des transports au Togo. Une hausse des recettes qui pourrait notamment être mise au compte de la réouverture des frontières et des services fournis aux amateurs étrangers. Le Togo a observé une progression de 6% en 2021 en matière de recettes liées aux exportations des services de transport terrestre, maritime et aérien par rapport à 2020, passant de 104 milliards de francs CFA à 111,1 milliards de francs CFA. Avec la Côte d'Ivoire, le pays constitue au sein de l'UEMOA les principaux pourvoyeurs de recettes sur ce segment, selon la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO. Je pense que cela est dû non seulement à la compétitivité du commerce et aussi à l'ouverture des frontières qui fait que sans doute que le Togo a pas mal mis en matière d'investissement, notamment au niveau du fret maritime, mais aussi au niveau aérien et au niveau terrestre. Donc je pense que le Togo a dû investir pas mal pour pouvoir être non seulement compétitif, mais aussi bien évidemment il faut voir aussi l'ouverture des frontières et le fait que le commerce du Togo se porte bien, ce qui participe non seulement à la hausse des recettes. Selon le rapport sur le commerce extérieur de l'UEMOA en 2021, les services fournis aux armateurs étrangers et le transport terrestre constituent la principale source de recettes de services de transport des pays membres de l'Union. Les deux pays ont en effet profité de la réouverture des frontières qui a favorisé les échanges, entraînant une hausse de 3,6% des recettes de transport. Bien évidemment, il faut aussi être optimiste et voir aussi peut-être les investissements futurs, non seulement l'ouverture des frontières, mais aussi le fait que l'UEMOA se porte bien, la zone économique monétaire ouest-africaine se porte bien, et aussi peut-être sensiblement voir aussi peut-être l'ouverture de la ZLECAf. Et je pense que c'est l'habitude d'échanger qui va permettre non seulement de redynamiser le commerce, mais aussi redynamiser les recettes liées au transport dans ces différents pays, dont le Togo qui pour ma part est très compétitif en ce moment. Toutefois, la part des transports dans les exportations totales de services est chiffrée à 20,8% en 2021 contre 23,1% en 2020, soit une baisse de 2,3%. Il s'agit de prestations principalement fournies dans l'Union par le Togo et la Côte d'Ivoire. Et au Mali, les autorités interdisent les activités des ONG financées par la France. En raison de sa suspension par le gouvernement français de son aide publique au développement à destination de Bamako, la junte militaire a interdit les activités des ONG soutenues par la France hier lundi. Une vue de Bamako, capitale du Mali, sur les rives du fleuve Niger. Ce lundi, la junte malienne a annoncé l'interdiction des activités des ONG financées par la France. Une nouvelle étape dans l'escalade entre Paris et Bamako. En savoir plus après l'expulsion de l'ambassadeur de France, la fin de l'opération militaire Barkhane et de nombreux actes et propos de défi, Bamako réagit cette fois à la suspension par la France de son financement des ONG de développement. Selon le communiqué, toutes les activités des ONG financées par la France sont désormais interdites. La décision a un effet immédiat et concerne non seulement les ONG françaises mais aussi toutes celles opérant au Mali avec un financement de la France, voire simplement avec un appui matériel ou technique de la France. ONG médicales, éducatives, agricoles ou encore d'aide alimentaire d'urgence ou d'approvisionnement en eau. Le nombre d'organisations interdites n'est pas encore établi, mais il en existe des dizaines. De nombreuses associations maliennes sont également touchées. Communiqué d'IS 042 du gouvernement de transition du Mali suite à l'annonce par la France de la suspension de son aide au développement, pic.twitter.com 0YG5U2MO, ministère des Affaires étrangères du Mali 21 novembre 2022. Un non-événement dans son communiqué, le gouvernement de transition revient également sur l'annonce par la France de la suspension de son aide publique au développement. Un non-événement. Les autorités françaises, bien que civiles, sont à nouveau qualifiées de « junte », terme déjà utilisé par le Premier ministre de transition, le colonel Abdoulaye Maïga, à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies. Alors que la part de l'aide au développement versée directement au budget national malien avait effectivement été réduite, de nombreuses ONG actives au Mali continuaient de recevoir des fonds français. Et ce sont justement ces fonds que Paris a annoncé vouloir supprimer, suscitant l'inquiétude des organismes de développement bénéficiaires. Une réflexion se poursuivait à Paris pour certaines activités humanitaires et d'aide d'urgence que Bamako vient d'écourter puisque l'interdiction qui vient d'être signalée concerne également les activités humanitaires. Les autorités maliennes de transition jugent l'aide française déshumanisante et estiment qu'elle constitue un moyen de chantage et qu'elle sert à soutenir des groupes terroristes actifs au Mali.
Et pour finir, Mondial 2022, le geste était fort, chargé de symboles pour leur première apparition dans ce Mondial 2022 au Qatar face à l'Angleterre. Les joueurs de la sélection de football iranienne ont ouvertement affiché leur soutien aux manifestants qui, depuis la mi-septembre, protestent pour une plus grande liberté des femmes suite à la mort en détention de Mahsa Amini. Les joueurs, vous le verrez, ont refusé d'exécuter l'hymne national de leur pays, préférant garder le silence. L'Iran a tout de même été battu sur le score de 6-2. Garder le silence est parfois un acte courageux. C'est ce qu'ont fait les joueurs iraniens au Qatar. Ils n'ont pas chanté l'hymne national de leur pays en soutien au soulèvement. Femmes, vie, liberté, pouvait-on lire en anglais sur une banderole dans les tribunes occupées par les Iraniens qui, retirées, a vite disparu. L'Iran est secoué par des manifestations réprimées dans le sang depuis la mort le 16 septembre de la jeune Mahsa Amini pour une mèche de cheveux trop visible. Je suis venu ici pour faire entendre la voix des Iraniens et nous voulons que les gens entendent femmes, vie et liberté. Les actes de défiance contre le pouvoir se multiplient dans le sport iranien, obligeant parfois la télévision d'État à couper la retransmission en direct d'une compétition. Un athlète, par exemple, a fait mine de se couper les cheveux avec ses doigts en soutien aux femmes iraniennes. Ainsi donc se referme ce bulletin d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien et surtout, restez sur A12.